Et Pierre vient de nous rejoindre dans cette matinale sur Radio Arc-en-Ciel, comme tous les mercredis à 7h40. Salut Pierre. Salut. Alors comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Et c'est parti pour un décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux élections européennes qui Forcément, ont eu lieu c'était dimanche. dimanche dernier, on en a beaucoup parlé, des copéistes aux fillonistes de l'UDI à l'UMP, les droites modérées de tous bords ont crié démission au gouvernement. Pour eux, la seule et l'unique raison de la victoire, ou en tout cas de la profonde avancée du Front National aux élections européennes, 24 sièges emportés quand même, c'est la faute du gouvernement PS, haï des Français et capable seulement de mauvaises décisions. Alors s'il devient de plus en plus attristant de constater que la politique française ne se résume qu'en un jeu de cow-boys et d'indiens, prenons néanmoins la peine de nuancer les choses. Déjà rappelons l'évidence. On le savait, c'était couru d'avance, c'est presque une tradition, mais l'absentéisme à ces élections a été très important. Le taux de participation, quoique plus élevé que lors des précédentes européennes, n'a atteint que 42%. Plus de la moitié des Français n'a pas voté, même si la publicité avait été de mise. Pour peu que vous vous êtes connecté à Internet, vous avez vu Facebook vous appeler en haut du fil d'actualité à voter, et même Google a fait un doodle, vous savez, c'est les écritures Google, là, qu'il y a sur le début du moteur de recherche, spécial élection européenne. Mais rien n'y fait. Que voulez-vous, le vote pour les européennes n'est pas encore une tradition installée dans les mœurs, et puis on assiste de manière générale à un désaveu globalisé du système politique dans sa globalité avec des scandales à répétition. Le phénomène tous pourris qui entraîne une baisse quasi systématique de la participation en France, et même en Europe de manière générale, de la participation à tous les scrutins. Alors, si déjà on vote pas pour les présidentielles, les européennes, pensez-vous ? Car l'Union européenne est aussi victime d'un rejet par ses électeurs de ce qu'ils appellent vulgairement le système, ou en tout cas notre système, une démocratie directe qui, selon ses critiques, porte toujours au pouvoir une même nomenclatura, systématiquement entachée d'abus de pouvoir, de détournement de fonds et autres scandales. C'est le cas de la France, la récente affaire Big Malion n'en est qu'un exemple de plus, et c'est le cas partout en Europe. Ce ras-le-bol général fait non seulement le beurre de certaines personnalités des plus nauséeuses, qui s'amusent de ces complots et de ces magouilles politiques, Dieudonné, Alain Soral, pour ne citer que, mais c'est aussi, plus directement, les partis extrêmes, le FN en France, qui en profitent, quand ce n'est pas le vote blanc ou tout simplement l'abstention qui est choisi par les électeurs désabusés. Alors ajoutez bien évidemment à ça un grand sens de la rhétorique, du populisme et de la démagogie, avec des discours politiques qui ne sont pas les mêmes d'année en année, et qui s'adaptent aux époques et aux populations, et le Front National semble être, dans les milieux les plus défavorisés et les plus facilement influençables, le seul vote utile. Alors selon une étude Ipsos, le FN a séduit surtout les couches populaires, 43% des ouvriers, 30% des foyers à bas revenus. Ensuite, le FN a aussi séduit les jeunes, 30% des moins de 35 ans. Alors attention, ça semble énorme comme ça, c'est des chiffres qui sont certes énormes, mais il faut quand même un peu les relativiser, puisqu'ils s'expriment en pourcentage des votants. Ce n'est pas bien entendu 43% des ouvriers qui ont voté FN, mais 43% des 35% de votants. Car les ouvriers font partie des catégories socio-professionnelles les plus abstentionnistes à ce vote. Alors en effet, on remarque particulièrement pour les européennes que les électeurs se trouvent dans les couches moyennes et aisées et dans les populations intermédiaires et supérieures. Les classes populaires ont souvent délaissé ce scrutin à 32%, car ça ne change rien selon l'étude, toujours selon le même sondage, le sondage Ipsos, alors que critiquer le gouvernement ne représente que 16%. Donc ça reste à nuancer. Alors il est assez intéressant de constater aussi que le FN est le dernier parti à séduire massivement les populations les plus défavorisées, là où encore en 2009, les partis d'extrême gauche avaient une place importante. Pour rappel, 5 sièges en 2009 pour le Front de gauche et le Parti communiste, et 3 pour le FN. Aujourd'hui, 3 sièges pour le Front de gauche et 24 sièges pour le Front National. Ça fait beaucoup quand même, ils ont multiplié par 5 à peu près. Ça fait beaucoup, Alors, il faut dire c'est ça qui est terrible, c'est que malgré le fait que ça représente au final peu de personnes, c'est quand même le FN qui va se retrouver pour représenter majoritairement la France au Parlement européen. Un tiers, ouais. Un tiers, ouais. Mais pas que la France, c'est quelque chose qui est assez systématique dans toute l'Europe, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Italie aussi, on en parlera plus tard. Il faut aussi dire que le Front National a entre-temps beaucoup changé sa rhétorique, s'est assoupli sur la forme et sur les mots, s'est dédiabolisé, pour reprendre le terme cher aux journalistes politiques. Là où le Front de gauche et le NPA continuent d'avoir un discours un peu passéiste et qui se répète trop. Certes, des efforts ont été faits. Le nom communiste, par exemple, a complètement disparu. La Ligue communiste révolutionnaire est devenue le nouveau parti anticapitaliste. Et le Parti communiste français ne répond presque plus qu'au nom de sa coalition, le Front de gauche. On ne parle plus de taxer les bourgeois, mais de taxer les hauts revenus. On ne parle plus du grand capital, mais du monde de la finance. Mais le problème, c'est que le système de pensée trotskiste ou communiste, à part sur les termes, ne s'est pas tellement adapté à l'évolution de la société. Les partis d'extrême gauche continuent bien souvent de raisonner 30 glorieuses,
Et les classes populaires, et plus particulièrement les ouvriers, qui sont les premiers visés par les discours des partis marxistes, ne sont pas dupes et en ont un peu marre de cette soupe qui commence un peu à refroidir. Alors forcément, ils se tournent vers le FN et ses partis frères, qui sur les questions strictement économiques, et si on exclut tout ce qui a trait à l'immigration, à l'euroscepticisme et au repli sur soi, a bizarrement bien des ressemblances avec les partis d'extrême gauche. Refus du capitalisme financier, du diktat de la bourse et du néolibéralisme, État-providence, etc. Alors c'est intéressant de constater aussi que pour ces élections européennes, le taux de vote front de gauche est autant important du côté des ouvriers que des cadres supérieurs, 8% à chaque fois. Sachant que 47% des professions supérieures ont voté, contre 32% des ouvriers. Il y a statistiquement, bien que ça puisse sembler paradoxal, plus d'électeurs partis de gauche du côté des professions supérieures, des cadres supérieurs, que du côté des ouvriers. Alors peut-être que les choses vont changer, mais aujourd'hui, les damnés de la terre, les forçats de la faim ne chantent plus tellement l'international, mais parfois seulement la nationale. Alors maintenant, prenons du recul et regardons ça de niveau qui devrait vraiment nous intéresser, le niveau européen, puisque ce sont les élections européennes. Voilà, oui. Alors là, on observe que la France fait certes partie du top 3 des pays à amener le plus de députés eurosceptiques et d'extrême droite à Strasbourg, mais n'est pas le premier, puisque c'est l'Italie, avec 25 députés d'extrême droite qui se hissent au sommet de ce podium peu envié. Il faut dire que l'extrémisme et la xénophobie des partis restent historiquement présentes dans les régions défavorisées d'Italie, dans la fameuse Ligue du Nord. Elle est suivie en France avec 24 sièges, puis, pas loin derrière, le Royaume-Uni et 23 sièges. Mais à nouveau, ces informations sont à relativiser, puisque vous le savez, les pays n'ayant pas la même démographie, chaque pays ne vote pas pour le même nombre de députés. La France est, après l'Allemagne, le deuxième pays à amener le plus de députés au Parlement européen, avec 74 élus. Au Royaume-Uni, c'est 73. Ainsi, en France, on a 24 élus d'extrême droite sur 74 eurodéputés. Et en Grande-Bretagne, 23 élus sur 73. Donc ça fait plus ou moins la même chose. Pareil, ouais. Et on peut prendre aussi l'exemple du Danemark, qui a envoyé 4 élus europhobes au Parlement européen. Alors 4, ça paraît peu comme ça, comparé aux 24 français. Mais 4 sur 13 élus au total, ça fait quand même pas mal, ça fait 23%. Ça fait pareil que les Français au final. À peu près pareil que les Français, Ouais. voilà, un bon tiers. Alors il apparaît clair que le vote extrême, eurosceptique, europhobe n'est pas une tendance nationale, mais plus ou moins européenne. Alors plutôt qu'analyser les raisons d'une faillite du PS au gouvernement, qui n'est qu'une des raisons de ce résultat qui fait peur, il faudrait plutôt comprendre pourquoi on se désintéresse de l'Europe. Sa bureaucratie et surtout son fonctionnement complètement opaque y sont pour quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez me donner le nom, par exemple, des principales institutions européennes. On l'oublie assez souvent. Oh si. Allez. Quand même- Non, ça, les institutions. Three, Et leur européennes, rôle, et leur rôle. Hein Et leur rôle. Benjamin, à toi. Bah, il y a le Conseil de l'Europe, il y a le Parlement européen, il y a les droits de l'homme, et il y a Il est bon, hein. Je sais pas si c'est ça, mais... Si, si, Quel est le rôle il y a- du Conseil de l'Europe? Le Conseil de l'Europe, c'est... Moi, j'essaie. Vas-y. Conseiller l'Europe. Merci. Ah, si, mais le Conseil de l'Europe, en fait, c'est l'équivalent du gouvernement de chaque pays. C'est voilà, c'est un peu le gouvernement européen. Le Parlement, c'est l'équivalent de notre Parlement C'est là où sont à nous. votés C'est là les- où vont, où seront Voilà. étudiées et votées les lois. Proposé. Et après, il y a proposé, bien sûr. Et puis après, il y a les droits de l'homme, qui concernent. Et puis après, il y a le commissariat européen Ouais. aussi, qui est la plus haute instance de l'Union Ouais, européenne. après, il y en a d'autres. Il y a la DEQM, c'est tout ce qui concerne tout ce qui touche à la santé. Il y a un truc pour l'audiovisuel aussi qui s'appelle. Oui, après, il y en a tout plein. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, on ne connaît pas forcément. Enfin, tout le monde les connaît Mais pas c'est vrai que forcément. nous, nous, on les connaît parce qu'on habite à Strasbourg et que c'est On est à côté un peu, c'est ouais. un petit peu plus un petit peu plus parlant pour nous. Mais c'est vrai que moi, je serais incapable de Juncker et l'autre là, je les connaissais Ouais. pas avant que. Ça, par exemple, là, les eurodéputés, ils vont élire, là, ils vont voter un président du commissariat européen, qui est l'un des postes les plus importants de l'Union européenne. Et on sait assez peu, en fait, en fin de compte, son rôle, qu'est-ce qu'il fait exactement. C'est un peu l'équivalent du président de la France pour l'Europe. C'est celui qui représente l'Europe de manière générale. Mais on ne sait pas forcément qui c'est, là, actuellement. On oublie son rôle et on y pense. Et on s'y intéresse pas, en fait. C'est surtout ça le problème. On s'y intéresse. Ouais, on nous en parle pas non plus. Ils en parlent pas, c'est vrai qu'on en parle, c'est moins médiatisé. Voilà, ouais. Et on s'y intéresse quand même moins. Aussi, oui. Et le problème, je pense, c'est que l'Europe, dans sa forme actuelle, n'a pas vraiment de sens. Une Europe des États, pour moi, ça n'a pas de sens. D'un côté, vous avez des lois nationales, des représentants nationaux, une identité nationale, et à côté de ça, des lois européennes, des représentants européens et une identité européenne. Les deux ne coexistent pas, on l'a expérimenté, et a priori, ça marche pas, c'est plutôt bancal. Alors deux options s'offrent à nous. Abandonner l'Europe et fonctionner comme avant le traité de Rome sur un impérialisme d'État, c'est ce que veut le Front National et c'est ce qu'exprime le vote de dimanche.
Mais l'autre option, c'est peut-être la plus folle, mais peut-être aussi la plus raisonnable, serait de croire en une Europe fédérale, aux États-Unis d'Europe, celle de Victor Hugo et celle d'Aristide Briand, le premier à vraiment y croire. Mais aujourd'hui, cette voix n'est plus portée par personne. Ceux qui y croient préfèrent se taire plutôt que d'être perçus comme des traîtres à leur pays. Et quant aux dinosaures, ceux qui savaient crier sous les raillements des Le Pen, Jacques Attali, Daniel Cohn-Bendit, ils ont tous rendu les armes. Alors aujourd'hui, dans une Europe où les identités nationales se dressent comme une frontière entre voisins, dans une Europe qui ferme les yeux quand Viktor Orban construit des camps de travail pour Roms en Hongrie ou quand Aube Dorée, le parti néo-nazi grec, s'organise en milice pour attaquer les immigrés, dans une Europe où l'islamophobie et l'antisémitisme reprend une place qu'on pensait réservée aux livres d'histoire, dans une Europe où en 2014 on meurt à Bruxelles parce qu'on est juif, qui peut croire à un rêve européen de cohésion sociale? Alors certes, l'Europe, c'est aussi la cohésion économique, et elle paraît difficile entre des pays aussi différents économiquement que la France et la Roumanie par exemple. Mais le vote des extrêmes, souvent ouvertement xénophobes, manifeste bien une peur de la cohésion sociale et un renfermement pour une identité nationale plutôt qu'européenne. Alors au risque de passer pour un rêveur, j'aimerais finir sur ce discours sur les États-Unis d'Europe de Victor Hugo. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle est impossible et qu'elle paraît absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace, toutes provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que des marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture en s'étonnant que cela aurait pu être. Elle s'appellera l'Europe au XXe siècle et au siècle suivant, plus transfigurée encore, elle s'appellera l'humanité. Voilà, c'est un discours de Victor Hugo, Voilà, de Victor la Hugo. conférence de la paix de 1864. 1864. Voilà, c'est Ça ça. fait quelques siècles C'était maintenant. un des premiers à vraiment parler d'Europe. Ouais. Si on exclut Napoléon avant aussi, c'était un peu son rêve aussi, l'Europe, même s'il avait d'autres manières. Napoléon Lui, le aussi. canon, c'était plus son truc. Quand même. Ouais, il aimait bien le canon. Ouais. C'est le même discours, mais tu enlèves le canon. Quoi. Voilà, merci pour ce décryptage de l'actualité. La suite au prochain numéro. Maintenant, on va savoir qui est le fameux chef des députés là que t'as dit. On verra. On C'est verra. Barroso, mais on verra qui. Voilà. On Qui va le saura ça. remplacer qui va Même le si prochain numéro. on sait a priori que ça va être le patron du PPE là. Oui, Son nom il y a des m'échappe chances. maintenant. Du PPE. PPE. Oui, c'est le Traduit. Parti populaire européen. Ouais, c'était le parti de C'est D'accord. le- droite c'est le- européenne. voilà, Ouais, on ne connaît pas le parti PPE. désolé. d'Angela Merkel. Ouais, c'est ça. Angela Merkel, qu'on salue, puisqu'on a des amis allemands qui nous écoutent. À Bon, on a quel des amis juste de à partout côté. qui Mais nous oui, écoutent. incroyable. C'est ça Allez. l'Europe, on a des amis partout. Mais t'as raison, c'est ça. Et C'est on vrai, va, c'est tellement flagrant tous les jours en ce moment. Voilà, c'est ça. allez, on va continuer à cette matinale avec la musique. C'est parti pour U2 Invisible. Et on rappelle que pour les 8h, c'est l'émission Cinéphage. On reste tous les trois ensemble On reste ensemble. et on va décrypter l'actualité cinématographique. À tout de suite.